Bonjour, bienvenue sur la chaîne Z80, la chaîne qui propose de programmer en langage Z80 et notamment sur Amstrad CPC. Alors on va continuer un peu notre progression, notre avancée sur la programmation Amstrad CPC, donc langage Z80. Alors dans cette vidéo, on va voir comment afficher ici, vous voyez un glyphe, on appelle ça aussi un sprite, un glyphe par rapport à une fonte. D'accord. Comment afficher le registre A? Donc là, on a mis dans A jazz EC, puis on l'affiche. Voir comment afficher tout simplement le registre HL de l'adresse de la mémoire de la fonte qui était notre IK fonte. L'adresse en mémoire où est installée la mini-fonte, que j'ai appelée maintenant la mini FT ou FT mini, je sais plus, on va regarder. Et ensuite, on va voir comment on pourra utiliser le travail qu'on a fait pour afficher sur l'écran des valeurs de notre CPC. Donc là, j'ai affiché l'adresse 38 et l'adresse 39. Et on voit bien qu'on a bien notre C9 à l'adresse 38, puisque je rappelle que l'adresse 38 de la RAM, c'est l'IM1 qui est implanté. D'accord? Et donc là, ici, on est venu implanter à cette adresse de la RAM le retour, le retour dont le opcode est C9. Bon, avant toute chose, on va corriger l'exercice qu'on devait faire. C'est l'exercice qu'on devait faire, c'était de pouvoir mettre en place des paramètres à nos macros, à certaines de nos macros, de façon à placer, à leur placer en paramètre la largeur et la hauteur d'une fonte euh, pour pouvoir ensuite l'afficher sur l'écran. C'est-à-dire on n'aura plus qu'un seul fichier de macro qui sera la M fonte et on pourra afficher toutes nos fontes du moment qui sont pour l'instant, on n'a pas dit de changer la largeur ou la hauteur de façon à afficher des fontes supérieures à 7 fois 2. On est enfin supérieur à 2 octets de large et à 7 de hauteur. On est bien, on reste bien sur l'affichage de nos deux fontes, donc une fonte de 4 fois 5 et une fonte de 4 fois 7. D'accord? Donc je vais vous expliquer ça comment c'est assez brièvement. Donc bon, c'est pas. Si, c'est ça. Voilà. Euh, voilà. Donc pour faire ça, je reprends notre fichier, le mkfont 4x7.inc de la dernière fois, et je vais vous expliquer les modifications à y apporter. Tout simplement, et ensuite je vais vous montrer une nouvelle façon de programmer les macros avec ce qu'on appelle des labels locaux, de façon à simplifier les choses et à pouvoir progresser ensuite, puisqu'on doit encore voir la pile, les fonctions, etc. Donc il va falloir qu'on avance aussi après. Mais tout ce qu'on fait là est, je dirais, intéressant dans le cas où on apprend à raisonner, à comprendre comment on peut faire un saut, une boucle, etc. D'accord? Bon, allez, on y va. Donc ça, il n'y a pas de changement. Là, ici, il y a un changement qu'on va devoir opérer, puisqu'on a besoin
de la hauteur, hein, tout simplement de notre fonte. Donc il va falloir dégager le B. Hein, le B, on va donc le passer ici en paramètres. Donc B sera égal à la hauteur de notre fonte. D'accord? Donc ici, il restera que le LDC, virgule dièse FF. D'accord? Il n'y a que ça à changer ici. C'est passé, donc on passera en paramètres la valeur du registre B qui sera donc selon la taille de notre fonte 7 ou 4. Non, 7 ou 5. Hein, c'est du 4 x 5 ou 4 x 7. D'accord? Ensuite, bah ça ne change pas. Alors, le display exa A, ben oui, on va lui passer donc en paramètre la largeur, on va mettre W, H, largeur hauteur, d'accord? On va ici, pour faire la multiplication, mettre entre parenthèses W divisé par 2, fermez parenthèses, multiplié par le H. Bon, après, je vous montrerai ça plus précisément dans la nouvelle version du fichier. Hein. D'accord? Le... Ici, bien sûr, le mplay.char, hein, on a modifié hein, juste avant, donc il faudra placer juste au-dessus le LDB, virgule, donc entre, comment on appelle ça, là, les accolades H, pour lui passer la hauteur. D'accord? C'est tout. Donc retenez bien ce que je vous dis. Hein. Donc là, il faut le rajouter ici W, H, rajouter donc la multiplication pour qu'il sache si c'est une fonte de 4 x 5 ou de 4 ou 4 x 5 ou de 4 x 7. Il faudra mettre W divisé par 2 puisqu'on est en mode 0, 1 octave ou 2 pixels et multiplier le tout par H. Donc si on est sur une fonte de 4 x 5, il va faire 2 x 5, 10. Si on est sur une fonte de 4 x 7, il va faire 2 x 7, 14. D'accord? Rajouter juste après le LDA, L,A, bah LDB, entre accolades H, pour que B soit, enfin pour que B soit égal à la hauteur, hein, tout simplement, de notre fonte pour que le mDisplayChar ait bien la valeur de B à 7 ou à 5. Le mDisplay hexadécimal HL, bah pareil, un peu plus loin, on rajoute W, H. Là, exactement pareil, hein, c'est la même chose, hein, d'accord? Et on vient ici rajouter à mDisplayX underscore A entre accolades W, entre accolades H. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après, bah, vous pouvez utiliser votre fichier, hein, tout simplement, en ne changeant que dans le programme, vous changez que voilà, l'appel à minifont hein, dans le fichier loader, où vous passez l'adresse de votre fonte et l'adresse en mémoire où vous souhaitez. Enfin, nous, c'était l'adresse de base, donc VRAM. D'accord? Et ensuite, bah, vous lancez vos macros. Hein. Donc, si vous voulez afficher A, bah, vous mettez mDisplay A, euh, mDisplay, enfin, vous mettez la macro mDisplay hexadécimal A, vous rentrez 4,5. Si la fonte que vous avez initialisée, bah, c'était la fonte 4x5. Si c'est la fonte 4x7 que vous avez initialisée, bah, vous mettez 4,7 et ça fonctionnera tout simplement.
D'accord? Bon, maintenant on va revoir ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais que vous allez avoir l'impression de faire marche arrière. C'est-à-dire que là, depuis le début, avec notre programmation, on essaye d'avoir un minimum de cycles, d'accord, et un minimum d'octets, d'accord. Les macros, elles sont faites pour économiser le nombre de cycles, mais pas le nombre d'octets. Alors on arrive, hein, on a vu comment on arrivait à se enfin, se départouiller là, et à réussir à jongler entre octets et cycles, hein. Mais les macros ne sont pas faites pour ça. Puisque des macros, au fait, qu'est-ce qu'elle fait une macro? Elle copie ce qu'elle a dedans euh, à l'emplacement où on l'insère. Donc à chaque fois qu'on va insérer la macro quelque part, tout son code va être dupliqué. Comme tout son code est dupliqué, ben vous doublez le nombre d'octets, hein. Si vous avez une macro qui fait 10 octets, ben à chaque fois que vous allez insérer la macro quelque part, elle va faire plus 10 octets, plus 10 octets, plus 10 octets. Par exemple, comme on affiche ici le M display hexadécimal 1, ben, si on l'affiche plusieurs fois, hein, donc si je vais ici, donc je vais vous montrer ça, hein. On va revoir, hein, ce fichier, voilà. Si je mets, alors ça c'est la version que j'ai refaite, hein. Donc si je mets là ici macro fdisplay hexadécimal A, ben, elle va recopier tout le code qui est là. Tout ce code qui est dans mdisplay hexadécimal, elle va le copier là. Comme elle est répliquée ici, ben, on recopie tout le code ici. Donc on voit bien que on ne va pas économiser en octets. Par contre, en termes de cycle, oui, là on va être très rapide. Bon, d'accord. Donc on va recréer, enfin recréer. On va commencer maintenant à utiliser une macro pour ce qu'elle est, c'est-à-dire économiser les cycles. Et ensuite on va voir comment utiliser ces macros pour pouvoir économiser le nombre d'octets. En bref, on a les subroutines, où l'école les retourne, hein, qui vont venir nous aider à optimiser le nombre d'octets, hein. Comme vous avez ici le MFT display HL, MFT display HL, d'accord? Bon, là, on va faire, si on fait un call ici et un call ici, et on aurait quelque part dans notre programme notre fonction mDisplayHL, d'accord? Ben, on voit euh, assez rapidement que ici, ben, le call c'est 3 octets. Euh, on aurait un retour, c'est 2 octets, si je dis pas de bêtises, il faut que je regarde, hein. Mais donc ici, on aurait 5 octets et 5 octets, au lieu d'en avoir 80 ou 80, 80 et 80. Vous voyez par exemple? D'accord? On n'en est pas au niveau des fonctions, mais on va préparer cette approche. C'est-à-dire on va préparer nos macros pour ensuite voir et comprendre qu'est-ce que dans notre code il faut modifier pour optimiser le nombre d'octets, hein. On rappelle, hein, que sur Amstrad, hein, donc sur un Amstrad 464, on a 60 000 octets.
C'est pas énorme hein, quand on regarde bien. Et sur un 6128, eh ben, on a 128 000 octets. Donc il faut optimiser les octets, hein, surtout si on veut faire un jeu avec beaucoup de levels ou avec beaucoup de levels et des décors, hein, ou des animations, par exemple. D'accord? Bon, alors on va reprendre tout en haut. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça va disparaître. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez que déjà, dans notre nouvelle fonctionnalité hein, de mfont.inc, donc le mfont 4x7, mfont 4x5 disparaissent. Il ne restera plus que le mfont inc. C'était notre principe, hein. Donc, on a ici notre fonction d'initialisation qui ne change pas, qui va rester. D'accord? Alors on aura le choix de l'utiliser ou pas, hein. Moi ici, j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser, hein, puisque j'ai mis directement HL DE. Pourquoi? Parce que bah, je voulais moi utiliser la position 14 parce que je sais que mon index va avancer tous les 14. Donc si je voulais afficher le chiffre 1, ben, il fallait que j'avance de 14, hein, 0, 1. Hein, si je veux afficher le fichier 2, j'avance de 28. Donc c'est pour ça que là, ici, je ne l'ai pas utilisé. J'aurais pu l'utiliser ici. Oui. J'aurais pu l'utiliser ici. Oui. J'aurais pu l'utiliser ici. Bon, on va voir ça plus tard. D'accord? D'ailleurs, il y a des choses plein de choses qu'il faut voir dans cette vidéo. D'accord? Alors, le MFMBlitz glyph, au fait, c'est la procédure display char qui a été revue. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que pour l'affichage de 2 octets de large, utiliser le LDI au fait complique les choses, m'empêche d'avoir accès au registre C puisque je suis obligé de mettre CFF puisque les LDI ici m'embêtent également parce que ils viennent décrémenter C, hein, et je dois faire une dédécrémentation, d'accord? Donc et puis je suis à 700 cycles, c'est énorme. Enfin c'est énorme, c'est beaucoup quand même, hein. Donc il y a possibilité, ça c'est bien, ça serait bien de le faire quand il y aura plus de 2 octets de large. Donc il faudra calculer à partir de combien d'octets de large cette fonction-là est intéressante. D'accord? Donc on va la refaire. Et pour la refaire, on va refaire simple, hein. On va revenir sur la première vidéo où on a affiché sur la mémoire un pixel, hein, tout simplement CPC, hein. Alors, voilà comment je le fais. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle des labels locaux avec le arrobas. À quoi ça sert un label local? Ça permet de pouvoir utiliser une macro plusieurs fois dans votre code, dans votre source initiale, hein. C'est-à-dire que là où la macro va être recopiée, hein, là où le code va être copié, le arrobas loop va prendre la valeur de l'adresse de là où il est implanté. Comme ça, partout on le réutilisera en local. Donc ça sera ici la même chose. D'accord? Si admettons on l'insère à l'adresse 100, ben, il va mettre LDC,D, donc adresse 101. Et ici, il va mettre donc arrobase 101 et il va louper, il va faire ici la boucle à l'adresse 101. Si mettons 300 octets plus loin, je réinsère cette macro, bah, il va mettre ici arrobase 301 et il loupe 301.
hein. Donc je ne suis plus embêté par la duplication de labels. Si vous ne mettez pas le arrobase et que vous implantez deux fois d'affilée la macro, l'assembleur RASM va râler, il va dire qu'il y a ici duplication du label. D'accord? Alors du coup, la nouvelle procédure d'affichage, je dirais, d'un glyphe. Alors je l'ai appelé MFT pour macro font underscore nblick underscore glyph. Blit en anglais, blitter, ça veut dire appliquer ou bliter, donc envoyer à l'affichage. euh, c'est un peu comme si vous allez copier de la RAM vers la vidéo, hein, vers la RAM vidéo, hein. C'est ce qu'on appelle bliter, hein. Donc c'est pour ça que j'ai repris le terme de blit. On aurait pu mettre tout simplement display, hein, mais bon, mais j'aime bien, hein. Alors, elle prend. Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va afficher un glyphe de largeur de 2 octets, hein. Donc, un glyphe sera tout simplement un sprite, hein, une représentation graphique de quelque chose, hein. Il faut que ce glyphe fasse au moins 2 octets de large et X octets de L, hein. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous, dans notre cas, le B doit aller doit être de 5 ou de 7, hein, soit de 5 lignes ou de 7 lignes. D'accord? Le DE étant la destination, c'est l'adresse en mémoire où on veut afficher notre glyphe. En sortie de notre macro, hein, de notre routine, hein, on aura HL est égal à HL plus 2 fois B. C'est-à-dire qu'on va positionner le registre HL à l'adresse du glyphe suivant de notre fonte. D'accord? On détruit ici les registres AF, BC et HL. Euh, et puis on a également ici, faut que je regarde, hein, puisque je regardais, parce que je dis qu'on a ici D qui est détruit. Donc on va détruire dans notre fonction de glyphe ABC le D. HL. Donc j'avais oublié, vous voyez le D en relisant. Ah non, non, excusez-moi. Oh oui, non, non. Vous allez voir pourquoi. Ouais. Ah non. Non, non, non. J'ai bien fait de ne pas le noter. Je vais vous expliquer pourquoi. On a une macro ici, qui est la macro d'Eslin-D, qu'on a déjà vue, hein, qui va faire D est égal à D plus 8. Mais justement, moi, je ne veux pas que à la fin de ma macro glyph, de mdit glyph, que le registre DE soit modifié. Je veux garder l'emplacement en mémoire. Je veux avancer donc au glyphe suivant, mais je veux que mon DE reste à l'adresse à laquelle je lui ai que je lui ai l'adresse d'origine à laquelle je lui ai donné, hein, dans DE. Donc pour cela, dans mon code, je vais copier la valeur de D dans le registre C, hein. Donc nous c'était du C0, hein, la VRAM. Donc je vais copier C0
dans le registre C. Comme tout mon code ne modifie pas C, hein, tout mon code qui était ici ne modifiait pas C, donc à la fin, je vais le restituer. Comme ça, à la fin, j'aurai toujours mon D à C0 et on va voir pourquoi mon E ne change pas, hein. Donc, on va refaire ce qu'on a déjà vu, première vidéo. Je vais charger l'adresse de ma valeur que j'ai en HL dans A et je vais donc l'afficher à l'emplacement de la mémoire DE. Donc, bref, grosso modo, j'affiche l'octet de HL sur DE, comme faisait LDI au fait, hein. LDI faisait, euh, entre parenthèses, DE est égal à HL. Ben, je le refais, mais manuellement. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais incrémenter L, je vais incrémenter E. D'accord? Donc là, j'ai affiché mon premier octet dans DE, hein, donc de la VRAM. J'incrémente L, j'incrémente E, donc je passe à l'emplacement mémoire de mon deuxième octet et à l'emplacement mémoire de la VRAM suivante. Je recommence, donc j'affiche le deuxième octet, d'accord? Là ici j'incrémente HL, c'est-à-dire que je prépare le fait que je serai donc sur mon euh, glyphe suivant, mais je décrémente DE, c'est-à-dire que j'incrémente E, je décrémente E, donc le E est toujours à 0. D'accord? Je vais modifier ici, hein, Next Day, vous savez que je vais passer à la ligne en dessous. Et ensuite, je vais rebloquer. Donc, je vais bien afficher le octet 0, octet 1. Je passe à la ligne du dessous. J'affiche octet 0, octet 1. J'affiche la ligne du dessous, etc. Et ça, B fois. Puisque je rentre ici B qui est à la hauteur de mon glyphe. Donc, au final, j'ai affiché ma valeur de B, enfin mon glyphe, selon sa taille, hein, en hauteur. Si elle fait 5 lignes, j'aurais affiché 2 octets x 5. Si elle fait 7 lignes, j'aurais affiché 2 octets x 7. C'est la même chose, à part que je n'utilise plus les LDI, etc., puisque ça me permet de récupérer C et donc de pouvoir remettre mon DE à sa valeur initiale une fois que j'ai affiché mon glyphe. D'accord? La version ici, je ne pouvais pas utiliser le C, mais c'est ce qu'on faisait, hein. On faisait DE égale à HL, donc je mettais la valeur de DE dans HL, j'incrémentais DE, j'incrémentais HL, et je décrémentais C. Ben, je fais la même chose, mais en code, hein. Je mets HL dans DE, j'incrémente L, j'incrémente E, à part que je ne décrémente plus C, je ne décrémente plus BC, donc le C. Je vais décrémenter le B. D'accord? Et je fais ça tout le temps, exactement. euh, le nombre de fois 2B, hein. D'accord? Donc je mets ici B en entrée et je boucle. Et à la fin, une fois que j'ai fait mes 5 ou 7 boucles, je réinstaure dans D la valeur, hein, tout simplement que j'ai mis dans C, c'est-à-dire la valeur de D de départ. Donc j'ai DE qui sera inchangé, HL qui aura la valeur du glyphe suivant. Si j'affiche le chiffre 0 avec mon glyphe, mon curseur dans ma fonte sera positionné, l'index dans ma fonte sera positionné au chiffre 1, sans que je n'ai quoi que ce soit à faire. Donc si je veux afficher 0, 1, 2, 3, 4, il suffira tout simplement de notifier l'adresse à chaque fois de là où je veux l'afficher, hein, et d'afficher.
hein, on verra ça après, hein. Maintenant, j'ai recréé une fonction, enfin recréé, j'ai modifié la fonction nextChar qu'on avait ici, hein. On avait la fonction nextChar. Vous voyez que elle venait mettre bah, l'adresse de la VRAM hot dans D, c'est-à-dire le C0. Maintenant, nous, comme on le gère directement bah, ici, on n'a plus besoin de s'embêter. L'avantage aussi de faire ce qu'on vient de faire ici, c'est que je peux maintenant planter mes glyphes, c'est-à-dire ma fonte, n'importe où sur ma fenêtre, hein. On va voir ça on va voir ça un peu, hein. On ne sera pas limité au bloc commençant par C0. On sera sur tout l'écran. On peut afficher dans tous les blocs. D'accord? Donc ma fonction euh, nextGlyph, que je l'ai appelé comme ça, puisque si on passe sur le glyphe, enfin sur la VROM suivante du glyphe, taille d'un glyphe, il va juste faire mes incrémentations. Incrémente E et incrémente E. C'est tout. Donc une fois que j'ai affiché ici ma fonte, si je veux afficher une lettre juste à côté, et ben je fais MF Nextglyph Varam. Il va me positionner sur la position en vidéo juste à côté de là où j'ai affiché mon premier caractère, hein, mon premier glyphe. Et ensuite, je pourrais relancer ma fonction d'impression glyph si je veux pour afficher un deuxième caractère. Alors, là, j'ai créé la fonction mf underscore display hexadécimal underscore nibbles. Vous voyez que j'ai passé les paramètres que je vous avais dit tout à l'heure, W et H. Que fait cette macro? Elle va calculer l'offset du glyph dans la fonte. Elle va positionner HL sur le glyphe. On va blitter le glyphe, donc 2 octets fois hline, hein, soit 4 fois 5, ouais c'est ça, 4 fois 5 ou 4 fois 7. Et on va avancer la VRAM d'un glyphe, soit de 2 octets. Donc en entrée, elle a besoin de la valeur de A, hein, du registre A, qui est le nibbles qui va entre 0 et 15, hein, donc le nibbles bas. On aura en sortie DE est égal à DE plus 2, puisqu'un nibbles c'est donc 2 octets. Donc on aura avancé de 2 octets dans notre VRAM et on aura positionné HL à L égale L plus 2B, c'est-à-dire 2 fois la taille en hauteur de notre glyphe. Donc on aura donc positionné notre VRAM au caractère suivant, enfin en VRAM, et on aura positionné notre registre L, mais comme H est invariant, donc en fait on peut dire que c'est HL, hein. HL, on aura positionné le pointeur hein, ou la position d'index à l'index de notre fonte juste à côté du glyphe qu'on a affiché. Pour ça, on va utiliser la macro m multiple a underscore a k qu'on a vu hein, dans la vidéo précédente. Celle-ci modifie et détruit a et f. Et elle a pour sortie, elle fait a égale a fois k. On va utiliser la fonction mBlit qu'on vient de voir, qui affiche donc un glyphe. Elle a besoin de HL
comme adresse de début de glyphe, de DE comme adresse de la VRAM et elle a besoin de B comme hauteur du glyphe en pixels. Et en sortie, on aura HL égale HL plus 2B. Sachant que nous, on va juste modifier L puisque nos fontes, nos fontes sont alignées sur 256. C'est-à-dire que le H ne variera jamais. On restera toujours sur du quelque chose. Enfin, si on a implanté en mémoire notre fonte en 0200, hein, 0200, H sera toujours à 02, sera invariant. Alors, ici, il me semble que j'avais dit que mglyph et mglyph, là je vais retourner voir, mais ils sont G, ED, hein, A, B, non, ils sont G pas justement, oui c'est ça, c'est bon. D'accord? Donc il ne change pas le D, hein, vous voyez, hein, faites attention. DE, après affichage, c'est-à-dire l'adresse de la VRAM ne change pas. L'adresse là où en vidéo où on a été implanté ne change pas. Et ensuite, on va utiliser le NS glyph VRAM hein, qu'on vient de voir pour incrémenter de 2 le, la VRAM, c'est-à-dire pour passer à l'adresse vidéo juste à côté de là où on aura donc implanté ou affiché notre glyphe. Pour cela, donc vous avez vu qu'on a passé W et H ici en paramètres de notre macro et on va utiliser donc cela. Vous voyez, comme je vous les ai expliqué, on va donc utiliser la macro de multiplication entre parenthèses et accolade W divisé par 2 puisque un octet est égal à 2 pixels multiplié par la hauteur. On va implanter ça dans L pour avoir l'index de notre fonte dans HL, de notre glyphe. On va passer dans le registre B bah, la hauteur, hein, tout simplement. Donc entre encolade, on passe la hauteur, donc 7 lignes ou 5 lignes selon la fonte. Puisque notre macro blit glyph a besoin de B pour calculer et afficher les 7 ou 5 lignes. Et on va utiliser notre macron nesglyph VRAM pour passer à la mémoire vidéo juste à côté de ce qu'on vient d'afficher. Ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est tout ce qu'on a revu, enfin c'est tout ce qu'on a vu, mais repositionné d'autre façon. D'accord? Alors oui, là ici vous voyez que j'ai mis 72B plus 3C. Puisque là ici maintenant la macro ayant des paramètres, d'accord? Vous voyez bien que ici, si on a une fonte de hauteur 5 ou une fonte de hauteur 7, on n'aura pas le même nombre de cycles. Pareil pour le multi-A. Là, j'ai mis 24 cycles, mais elle est... Ici, c'est variable. Si j'ai une fonte de 4 fois 5, je n'ai pas le même nombre de cycles et d'octets qu'une fonte 4 fois 7. Ça, on l'avait vu la dernière fois ici. Hein, j'utilise ça. C'est-à-dire que si je passe en paramètre une fonte de 4 fois 5, donc 2 fois 5, 10,
j'ai du 5 octets 20 cycles. Et si je passe ma fonte 4 x 7, 2 x 7, 14, j'ai 6 octets 24 cycles. Donc on voit également ici que ce chiffre-là, c'est pas, je vais mettre comment, je vais faire comme ça. Je peux afficher un tilt. Voilà. C'est pas vraiment 24 cycles. 24 cycles, c'est au maximum. D'accord? Donc ici, c'est euh, 72 cycles multipliés par la hauteur, ou B, plus 3 cycles. Hein, c'est le nombre de cycles que prend la fonction ou la macro bend_big_leaf. D'accord? Bon. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause ou de revenir un peu en arrière pour reprendre les éléments. Hein. Donc ensuite, on a notre macro display hexadécimal A. Alors vous voyez que vous allez voir que là, ça va se simplifier, mais on va monter en octets. Hein. Donc on va lui rajouter les paramètres W et H. Donc cette macro va afficher en affichage en hexadécimal du registre 1 sur notre écran. Donc on va lui passer la valeur de A à afficher qui sera donc une valeur entre 0, 0 et FF. L'effet attendu, c'est un affichage de deux glyphes, de 0 à F, donc selon la valeur de A, hein, du registre A. On va avancer, on va avancer. Ouais, on va afficher. Ouais, on, on va donc afficher deux glyphes. On va avancer la VRAM de deux glyphes, de la taille de deux glyphes. Donc la sortie, ça sera donc DE égale DE plus 4. C'est-à-dire on va positionner en sortie la vidéo RAM, enfin l'adresse de la vidéo suivante juste à côté de nos deux glyphes. Donc ça sera DE plus 4, puisque un glyphe fait 2 octets de large. Donc comme il a 2, ben 2 octets plus 2 octets, ça fait 4 octets. Et le registre va détruire F, BC de EHL. D'accord? Pour ça, on va utiliser notre macro qu'on vient de voir juste au-dessus, hein, juste avant. La mDisplay hexadécimal nibble W,H, hein, qui elle va afficher un glyphe, le glyphe correspondant. Ouais, ouais, correspondant. Alors soit le nibble se bas ou le nibble se haut. Ouais. En entrée, ben, lui, elle attend la valeur du registre 1. Hein, donc ça sera un nibbles de 0 à 15. Hein. Enfin, une valeur de 0 à 15, puisque ça sera tout le temps sur le nibble bas. Hein. Et on va donc à chaque fois qu'on va utiliser cette macro nibbles là, un display hexadecimal nibble, avancer de 2 dans la vidéo RAM, hein, de la destination. Et on va avoir HL qui sera égal à HL plus deux fois la hauteur passée en paramètres. Et donc du coup, on va tout détruire. A, F, B, C, D, donc A, F, B, C, D, E, H, L seront détruits. D'accord? Donc comme je n'ai plus de registre de disponible, hein,
puisqu'on voit que rien que cette macro-là détruit AF, BC, DEHL. Donc je n'ai plus de registre de disponible, donc je suis obligé, pour l'instant, soit de passer par une, une variable qui va faire donc un octet en plus, qui sera implanté dans mes données, hein, d'accord? Où je viendrai donc copier la valeur de A pour ensuite la réutiliser, hein, puisque je viendrai copier ici là, dans une variable le registre de A et je devrais la relire ici. Bon, là j'ai pas envie d'utiliser une variable ou un octet supplémentaire, donc je vais faire de l'automodification qu'on a déjà vu hein, sur les vidéos suivantes. Donc je vais lui dire ici à l'emplacement de de mon label local, hein, base local, hein, retenez bien ça. Plus 1, c'est-à-dire le ici, puisque là j'ai deux octets, donc on voit bien que le LDA c'est l'opcode et le 0 c'est la valeur. Donc plus 1, je viens mettre mon A. Ce qui veut dire que ici j'aurai la valeur de A, hein. Et ensuite, je vais afficher mes nibbles. Alors, vous voyez que ici, j'utilise deux fois ma macro displayX nibbles. Le compilateur ne va pas rouspéter puisque ces macros ont soit des variables locales ou soit n'en ont pas du tout. Donc il va me copier le code. Ici, il va me copier les 27 octets et X cycles, 27 octets qui fait cette macro. Il va me le copier ici avec les valeurs W et H qui sont passées en paramètres ici. Donc, pour afficher le nibble O, ah oui, une chose importante, je ne peux pas utiliser EX AF, ici, puisque si j'inverse ou j'échange AF' ou AF et AF', ben, je vais être un peu embêté ici, hein, puisque je vais être embêté ici, puisque moi je dois commencer par le nibble haut. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que je passe sur une auto-modification. Hein. Donc là, ici, pour afficher le nibble haut, on l'a vu, il faut donc diviser ou déplacer les bits de 4 rangs vers la droite. Donc faire 4 fois RRCA. Donc là, j'utilise la macro RAS pour faire directement avec le chiffre 4 à 4 fois RRCA. Voilà, ce qui me permet d'avoir un code plus court de 4 RRCA les uns à la suite des autres. Hein, d'accord. Un RCA, bah, c'est un octet 4 cycles. Donc 4, ben 4 octets, ça fait 16 cycles. Hein, d'accord. Je vais faire mon AND jazz OF, c'est-à-dire mon masque de saisie pour isoler le nibble bas et je lance l'affichage du nibbles. D'accord. Une fois que le nibbles a été affiché, c'est ce que je vous disais, hein, la valeur de la VRAM DE a été incrémentée de 2 octets. C'est ce qu'on avait noté là. DE égale DE plus 2 et HL égale HL plus 2B. HL égale HL plus 2B, ça c'est pas très grave, dans le sens où je vais recalculer
la valeur de L pour avoir la bonne valeur, hein, tout simplement par rapport à... Dans le M display X nibble, juste au-dessus, hein, ici, je refais mon calcul ici d'index par rapport à la largeur, à la hauteur et par rapport à la valeur de A, à la position de A, hein. Si c'est le chiffre 2, ben, ça sera 2 fois 14, 28 dans L, etc., hein. Ça, je l'avais expliqué. Donc là, le système, après affichage, d'ailleurs ici, plus 4B, hein. C'est-à-dire que lui, il va être positionné à 4 octets en VRAM et il va être positionné dans HL à 4 fois la hauteur, enfin à 4 glyphes, enfin à 2 glyphes. Enfin, il va positionner HL à 1, 0, 1, 2. Enfin, vous avez compris quoi. Il va décaler l'index de 4 fois B, puisqu'il décale à chaque fois de 2B. Mais ce qui n'est pas grave, puisqu'on le recalcule derrière, hein. Donc, une fois qu'il a affiché ici, ma VRAM, elle est positionnée à DE plus 2. HL est positionné à HL plus 2 fois la hauteur, mais c'est pas grave, puisque je le recalcule. J'ai positionné ici ma valeur de A, donc ici. Je ne fais pas de rotation pour conserver juste le nibbles bas, hein, le low nibbles. Donc je fais juste mon AND jazz 0F et je refais mon affichage. Alors, vous voyez ce que je vous expliquais. Une macro n'est pas faite pour optimiser les octets. Par contre, les cycles, oui. Parce que si on reprend notre affichage ici, display hexadécimal A, de notre ancienne ici, et encore on l'a optimisé, hein. Et encore on avait essayé d'optimiser au maximum. Les octets, on était à 19 octets 700 cycles. C'est énorme, hein. Puis c'est pas très lisible, c'est long. Vous voyez? Donc on était exactement à 48 octets et 1585 cycles. Donc les cycles, bon oui, même si on a encore amélioré, nous on a amélioré, hein, dans la façon qu'on fait, mais 48 octets. Là ici sur la nouvelle version, hein, voilà, on est à 67 octets, donc beaucoup plus, parce qu'on recopie les macros, hein, et on va voir après comment on va faire pour ne pas recopier les macros, hein. Alors soit on peut le faire, hein, on peut le faire directement ici, mais ça sera pas forcément pertinent. Donc il faudra soit vérifier si on le fait comme on l'a fait là, hein, avec un compteur, etc., hein, ou par des fonctions. Donc on va rajouter quelques cycles. Mais comme ici on a 27 octets, alors 27 octets, si je rajoute un call
qui fait, c'est plus 13, c'est plus, combien il fait un col? Regardez. Ah, il va encore me bloquer. Voilà. Alors, un col. Oui, allô? Allô? Bon, on verra ça plus une autre fois parce que à chaque fois que je vais sur le net, ça me bloque la machine. Donc voilà. Mais on vérifiera le nombre d'octets d'un col, le nombre de cycles d'un col, le nombre d'octets d'un retour, d'un ret, et le nombre de cycles d'un ret. Parce qu'en effet, si on passe par une subroutine, hein, une fonction, on va économiser des octets, mais pas les cycles, hein, puisqu'on rentrera quand même dedans. Et on devra rajouter ici au cycle, là, au nombre de cycles, ça sera ça, plus le nombre de cycles du col et du retour. Mais on aura économisé autant d'octets. Donc, si c'est proportionnel et que c'est plus intéressant, oui, on le fera. D'accord? Ah, si ça augmente de 3 cycles et qu'on gagne 27 octets, bah oui, c'est rentable. Hein, voilà. Après, euh, si on veut avoir la vitesse, on laisse comme ça. Là, on a une vitesse qui est, voilà, c'est optimal en termes de vitesse. Et en termes de visibilité, c'est optimal aussi. Hein, c'est simple. Hein. Bon, voilà. Donc là, on affiche les nibbles, d'accord? Après, on a notre macro display hexadécimal HL W,H qui prend donc HL en entrée, qui est la valeur du registre affiché. Et en sortie, on aura donc DE égale DE plus 8, et bien évidemment, on aura également le HL. Ah, et ça y est, il va commencer à bloquer, qui va bouger. Hein. Donc ici, on aura également ça ici. Allez, ah, ça y est, ça va commencer à bugger. Alors ici, on aura également ici ça. Alors, on a donc HL qui va être décalé de 2 fois la hauteur par glyphe. Donc comme on a la fiche 1, 2, 3, 4, c'est ça, hein? Ouais, je me trompe pas, hein? Donc ça fait 8 B, hein? Ouais, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il va se déplacer de 8 emplacements vers la droite, HL. D'accord? Qui est toujours pas gênant, hein? Ça, c'est pas très gênant puisque de toute façon, on recalcule nous le L, hein. Donc on va utiliser le mDisplay hexadécimal A qui fait ça.
Alors, je vais mettre ça correctement. Voilà. Qui va détruire tous nos registres, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc du coup, comme ici, je vais pouvoir utiliser, puisque en entrée j'ai besoin du registre 1, donc je vais pouvoir utiliser le registre 1. Donc je vais passer L dans 1 pour éviter de faire de l'automodification. Je vais les changer de registre. Donc A va devenir A', et A' va devenir 1, ce qui va me permettre de pouvoir basculer ensuite H dans A, d'accord? Puis l'afficher, rebasculer mon A' dans A, puis afficher. Donc du coup, j'aurai H ici qui va être affiché et j'aurai mon L ici qui sera affiché. Bon, vous voyez qu'en effet, le code est beaucoup plus clair à voir, à regarder. Par contre, ah oui, on a ici 67 octets qui est dupliqué deux fois. Donc là, c'est très lourd, hein. On mange 67 octets. Donc on verra également comment on va pouvoir donc du coup utiliser maintenant des subroutines, hein, des fonctions, hein, des fonctionnalités, des procédures, hein. Ça sera dans la vidéo suivante, hein, pour optimiser le nombre d'octets. Le nombre de cycles ne changera pas. Il va augmenter un tout petit peu, hein. Il va augmenter en termes de cycle d'un call et d'un retour. Mais bon, voilà. Puis ça sera un tout petit peu plus long puisqu'on utilisera donc du coup la pile. Mais si on perd 10 microsecondes, je dirais, aux 20 microsecondes, mais pour une économie de 67 octets, à chaque fois à chaque fois que la macro va être implantée, bon, il n'y a pas trop photo, hein. Bon, d'accord. Alors, l'utilisation ici, alors j'ai re-expliqué notre programme. Donc du coup, ici, on n'a plus que un fichier qui sera le mfont inc. Le mfont 4x5, le mfont 4x7, poubelle. Il n'y a plus que ce fichier de fonte qui va être utilisé, hein. Bien évidemment, on conserve ici notre macro pour pouvoir faire des calculs de multiplication sur A. J'inclus les équivalences système. Bon, ça, on l'avait déjà vu sur la vidéo précédente. Alors, je ne sais pas si je l'ai encore ici. Oui, hein, c'est-à-dire le IM1, le start, hein, l'adresse de départ de notre programme, l'adresse du gateway et notre VRAM de base, hein. Alors, vous voyez que ici, j'ai implanté, hein, ma FT mini, ma fonte mini, ma fonte IK. Je sais que ma fonte mini commence à l'adresse 200, ma fonte IK à 400. Comment je le sais? Eh ben, je le sais parce que je vais ici le déterminer, hein. Voilà.
Donc, on commence le code, donc on disable les interruptions, bah, on change la pile. Vous voyez que ici, à l'adresse 38, bah, j'ai mis mon C9 pour empêcher, une fois que les interruptions seront rétablies, bah, qu'on ait la réinitialisation, hein, tout simplement des palettes de couleurs, etc. du CPC, hein. Donc je configure le gateway, j'initialise le port du gateway donc à BC qui doit être à 07F00, je passe en mode 0. Bon là j'ai pas encore fait la modification, c'est pas une urgence pour l'instant. Puisque j'avais dit que là, la fonction mSetMode fait deux choses, ROM off et mode 0, mais quand on écrit comme ça, on voit pas qu'elle met les ROM à 0. Donc il va falloir que je change quelque chose ici, mais on verra par la suite. Alors là, j'ai fait une petite progression, d'accord, pour éviter les chiffres magiques. Vous pouvez utiliser tout simplement le fait d'implanter, alors ici, la palette. Alors vous voyez que j'ai changé, hein, j'ai plus mis HW palette complète, mais HW pal. Et je mets un HW pal underscore en dessous. Le fait de faire HW pal underscore moins le HW pal, bah, il va me calculer automatiquement le nombre d'octets, hein, puisque là je commence à une adresse, admettons 200, et là bah, je serai à 206, puisque j'ai 6 octets. Donc 206 moins 200, ça me fait bien 6 octets. Donc là, ça me permet, alors que je remonte, que je retourne là, ça me permet directement, je dirais, de ne plus être embêté par l'augmentation des couleurs dans ma palette. D'accord? Puisque si je rajoute des couleurs dans mon fichier de palette, ben, il va prendre en compte automatiquement le nombre ici de couleurs ou d'encre à injecter, hein, tout simplement, et initialiser. Bon, après ça, vous l'avez vu, ça, vous l'avez vu, hein. Et ici, je rétablis donc interruption pour la comptabilité avec tous les CPC et je réactive les interruptions. L'initialisation du jeu, ben, j'en ai plus pour l'instant. Vous voyez que j'ai fait la même chose avec update et update underscore. D'accord? Et j'ai fait la même chose avec render et render underscore. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de pouvoir calculer, bah, le nombre d'octets que j'ai dans ma fonction de rendu, hein. Et ça, je le fais ici en bas. Voilà, vous voyez. Je mets ici entre parenthèses int pour dire je veux des entiers. Je fais le render fin moins le render. Il va me donner le nombre d'octets que fait ma fonction render, enfin mon rendu. On va voir ça que je vais compiler, hein. Donc, que fait notre programme maintenant? Ben, dans la logique, ben, il n'y a rien. On n'a pas de logique, hein. Par contre, dans le rendu, je vais donc afficher avec ma fonte. Ah oui, j'ai renommé les fontes, hein. Donc j'ai mis alignement sur 256 pour la fonte 4x5, c'est la fonte-mini 4.5. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé maintenant. Et la fonte 4x7, je l'ai appelée IK 4x7, FT underscore IK 4x7. FT pour fonte, hein. Ça n'a pas changé les données, hein, dedans, hein. C'est juste le label pour pouvoir y accéder qui a changé. D'accord? Donc, on a vu que pour utiliser bleedglyph, il fallait quoi? Il fallait renseigner en entrée HL, l'adresse du glyphe à afficher, TE, l'adresse VRAM, vidéoram où il faut afficher, B, la hauteur du glyphe en pixels ou en ligne, hein.
Et encore ici, non, ça dépendra peut-être. Donc, c'est hauteur en ligne du glyphe. Donc ici, je lui mets dans HL l'adresse de ma IK fonte, 4x7. Je mets donc plus 14 au niveau de l'adresse de l'index dans ma IK fonte. Donc comme je sais qu'elle fait 4x7, donc je dois faire 2x7, 14 pour chaque glyphe, hein, tout simplement. Donc si je rajoute 14, je vais afficher donc le chiffre 1, puisque ma fonte elle commence avec le glyphe 0 ou le chiffre 0. Je dis que je vais le mettre en mémoire vidéo à l'adresse C000, donc c'est tout en haut à gauche, hein, et qu'elle fait une hauteur de 7. Bon là je suis pas obligé de mettre le dièse 0,7, hein, c'est pas une obligation, on peut le mettre comme ça en hexadécimal, on peut mettre directement 7. Et je vais donc ici à planter, hein, ici je vais copier, puisque c'est une macro, hein, donc tout ce qui est ici, tout ça, là, tout ça, tout ce code-là, je vais le prendre et je vais le copier ici. D'accord? Donc quand le code va arriver ici, ben, le programme va arriver ici, il va lire ici, ta, 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 ta. Il va faire tout ce qu'il y a dans le glyphe, etc. Et il va m'afficher le chiffre 1. Ensuite, je lui dis, ah oui, alors comment je détermine les blocs, hein? Donc ici, c'est 000, c'est la VRAM, la page VRAM de base, hein, donc c'est en haut à gauche. Là, je vais à la C850. D'accord? Donc on sait que pour passer au bloc suivant, on doit rajouter 800. D'accord? Donc normalement, je devrais être à C8 800. D'accord? Si je reprends ici, là. Si je sais, si je sais, alors, ici vous avez donc les blocs et vous avez chaque bloc fait 8 lignes. Pour passer d'un bloc à l'autre, il faut ajouter 50. D'accord? Et pour passer dans le même bloc la ligne en dessous, il faut rajouter 800. Donc moi, je lui ai dit, tu vas m'afficher mon caractère ici hexadécimal, c'est-à-dire l'adresse de ma mini-fonte 4x5, non pas en haut de mon bloc, mais juste en dessous, première ligne en dessous du bloc, en C0850. D'accord? Alors pourquoi je fais ça? Bah, je fais ça tout simplement pour... Alors, attends, je vais effacer ça. Pour mettre un petit espace entre chaque lettre ici, hein. Enfin, voilà, oui. J'essaie de centrer pour que ça soit joli. Hein, bon, pas obligé de le faire, hein, mais je le fais pour ça. D'accord? Et encore, c'est même pas. Ouais, c'est même pas. Je dis je vais afficher HL, non, c'est même HL que je vais afficher. D'accord? Je vais afficher la valeur de A. Hein. Donc si je vais dans mon display hexadécimal A, ici, alors qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, je les ai pas mis. Embêtant. J'ai besoin de HL, de DE et de A. Donc je vais les récupérer ça.
Hop, hop. Voilà, pour utiliser MPlay Display Hexadécimal A, j'ai besoin de l'adresse d'OHL du glyphe hein, que je vais afficher, de l'adresse de la VRAM, c'est pas l'adresse, ouais, si c'est l'adresse HL du glyphe, hop, c'est ça, ouais, l'adresse du glyphe que je vais afficher, alors, adresse de base de la fonte ici. Ouais, il y a encore du. Il va falloir que je revoie ça, c'est bon, c'est pas que c'est pas bon, hein, mais c'est l'adresse de base de ma fonte, au fait, c'est pas l'adresse du glyphe, parce que quand j'ai l'adresse du glyphe, on pourrait croire que ça serait HL plus quelque chose, hein, donc c'est adresse, bon, je verrai comment je le mettrai plus tard, d'accord? Donc je mets dans HL l'adresse de ma fonte, je mets dans DE l'adresse de la vidéogramme où je veux l'afficher, je mets dans A forcément la valeur que je veux afficher, et j'utilise mon MDisplay hexadécimal A. Comme je prends sur une fonte 4x5, je lui peux 4x5, 4,5. Donc le MDisplay hexadécimal va automatiquement faire le calcul euh, de l'affichage de mon glyphe, ou des deux glyphes, hein, de toute façon il y en aura deux, grâce au calcul que nous avons fait précédemment, la multiplication et la largeur et la hauteur qu'on a placées. D'accord? Je vais ensuite, pareil, ici, afficher non plus le registre A, mais un registre 16 bits. Donc je vais lui passer HL, l'adresse de ma fonte. Donc là, ici, ça sera une fonte 4x7. L'adresse de la vidéo RAM où je veux donc l'afficher. Et je lui passe ici la largeur et la hauteur de ma fonte, 4x7, pour que tout s'adapte automatiquement. Je vais ici ensuite faire de même avec la fonte mini 4x5. Donc je la repositionner, elle est un peu plus petite, donc je la descends d'une ligne dans le bloc où je veux l'afficher pour qu'elle soit à peu près centrée. Et je l'affiche avec bien évidemment en paramètre W4, puisque c'est d'une 4x5, donc W4 et hauteur 5 lignes. D'accord? Et ici, c'est un peu particulier, hein. On va pouvoir donc afficher, puisque vous voyez bien que ici, on ne peut afficher que HL, qui sera l'adresse de notre fonte, hein. Quand on veut afficher HL, on est obligé de mettre HL, l'adresse de la fonte. Donc on peut adapter tout simplement euh, le programme pour afficher n'importe quel emplacement de la mémoire, de la RAM. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je mets l'adresse dans HL de la fonte que je veux afficher, hein. Je mets l'emplacement de DE, c'est-à-dire l'emplacement dans la vidéogramme où je veux l'afficher. Donc à l'occurrence là, je veux l'afficher en C1 140. Donc C1 140, hop, ici, voilà. Hein, donc c'est dans le cinquième bloc. Donc vous voyez, hein, c'est en dessous dans le cinquième bloc.
D'accord? Je charge dans A l'adresse de ce qu'il y a, enfin de la valeur de l'octet qu'il y a à l'adresse dièse 38 dans ma RAM. Je l'affiche avec bien évidemment ma macro 4x7. Donc là ici, vous voyez que je duplique encore le code, hein. Je vais ensuite mettre l'adresse juste à côté, la dièse 39 dans A, la valeur de l'adresse dièse 39 dans mon registre A, et j'affiche. D'accord? Au résultat de cette opération, je vais tout sauvegarder d'ailleurs. Ouais, sauver. Alors déjà, je vais fermer lui. Hop. Et ici, je vais compiler. Alors ici, vous voyez nombre d'octets euh, du programme, enfin 706. Nombre d'octets du rendu, 527. Parce qu'à chaque fois, j'ai dupliqué mes macros, hein. Donc j'ai pris le code qui est dans ma macro et je l'ai copié là où je lui ai dit de faire la macro. Donc vous voyez, c'est 527 octets, hein. Bon, bien évidemment, ça sera rapide, mais 527 octets. Hmm. Bon, ok. Donc là, il l'a compilé. Et donc du coup, si j'exécute, donc on a bien notre chiffre 1 qui est affiché en C000. On a bien le registre A qui est affiché. Ah, vous voyez, avec le code qu'on a rajouté, l'adresse maintenant, hein, vous vous souvenez, hein, ici, hop, hein, j'étais à 200 et je mettais la front à 400. Comme maintenant, mon code, j'ai rajouté, comment je vais dire ça? Tout mon code avant, hein, au-dessus, hein. Ah, voilà. Hein, mais 500, mettons, mon rendu fait 500, hein. Donc du coup, il a pu m'implanter ma mini-fonte à l'adresse 400, mais ma IK il l'a implanté à 600. C'est-à-dire que ici, la mini-fonte ici, il me l'a donc implanté à 400, 0,400. Et ma fonte ici 4x7, il me l'a implanté à l'adresse mémoire. C'est 600, je vois pas bien, ou 500. C'est 600, ouais, 600. Alors, ouais, je peux pas, oh, quoi que si, hein. Ce que je peux faire pour mieux voir, hein. Hop, disque, là, voilà. Alors, je vais faire Extra Graphic Explorer.
Et je vais... Graphic Explorer, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Extra Gateway. Et je vais basculer lui ici en noir. Voilà, comme ça je verrai mieux. Donc c'est bien ça, un 6. D'accord? Donc j'ai bien 600 pour l'implantation mémoire maintenant avec le nouveau code de ma fonte IK. 0,400 en hexadécimal, hein. 0,400 pour ma fonte mini fonte. Et ensuite j'affiche ce que j'ai à l'adresse de ma mémoire 38 et 39. Donc j'ai C9 41. On va les vérifier. Donc si je vais ici dans mémoire editor, ici à 38 j'ai bien C9 et donc à 39 j'ai bien 41. Donc j'ai bien pu euh, débugger la RAM avec les fonctions qu'on a donc créées. Donc si un jour je veux afficher à l'écran ce que j'ai à tel emplacement de ma RAM, dans ma RAM, hein, eh ben je peux le faire ainsi. Vous voyez? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Dans la vidéo suivante, on va attaquer ça. D'accord? Ça, on l'a déjà fait. On l'a fait aujourd'hui. Voilà. Donc on va voir la notion de la pile. À quoi ça sert une pile? Même si j'ai déjà plus ou moins expliqué, mais il y a il y a plein de choses à faire avec la pile, hein. On peut accélérer d'ailleurs avec la pile, on peut accélérer l'affichage également. On peut directement adresser non plus par octet, mais par mot, hein, de 2 octets. D'accord? On va voir comment on va créer des fonctions pour pouvoir diminuer le nombre d'octets de nos macros, hein, pour gagner en octets. Et ensuite, on va voir comment afficher un texte dans une fonte, hein. Donc, si je veux afficher le mot Hello, d'accord, on va voir comment je vais pouvoir faire ça en mettant le texte que je veux afficher dans une variable. Ah oui, il y a ça aussi. Hop, on va y arriver, oui. Voilà. Donc, on va avoir la notion de variable. On va mettre dans une variable notre texte Hello World. Et on va donc afficher ce texte dans une fonte, soit la IK, soit la mini-fonte, mais on va utiliser cette fonte pour, pour afficher donc un texte. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu longue, hein, elle fait plus de 2 heures, mais je pense que c'était nécessaire de revoir les choses.
Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la vidéo prochaine.